La Pas du Team se présente comme une chaîne marxiste. Aujourd'hui, elle rassemble près de 90 000 abonnés et publie chaque semaine des vidéos vues par des dizaines de milliers de personnes. Sous l'impact de la crise du capitalisme, une fraction croissante de la jeunesse et du salariat s'oriente vers les idées du communisme. C'est encore une minorité, mais elle existe et surtout, elle grandit, notamment dans la jeunesse. Et c'est ce qui explique le succès de La Pas du Team. Lors de nos activités publiques, nous rencontrons régulièrement des jeunes qui regardent La Pas du Team et qui nous demandent ce que nous en pensons. Nous allons donc leur répondre clairement, La Pas du Team n'est pas marxiste. Nous avons écrit un article intitulé « Critique marxiste de La Pas du Team » que vous trouverez sur notre site internet marxiste.org. Nous expliquons dans le détail que malgré leur référence au marxisme, les animateurs de La Pas du Team défendent en réalité une ligne politique stalinienne, éclectique et opportuniste. Dans cette vidéo, on ne pourra pas développer toute notre critique, mais nous allons aller à l'essentiel en nous appuyant sur des extraits de certaines de leurs vidéos. Nous allons parler de la France insoumise, de la différence entre marxisme et stalinisme, de Lénine et de Trotsky, et enfin du Venezuela. Commençons par ce qui constitue le thème d'un très grand nombre de leurs vidéos, leur soutien à la France insoumise, contre la droite et l'extrême droite, mais aussi contre l'aile droite du réformisme, le Parti socialiste, les Verts, le Parti communiste français, l'Après, etc. C'est une position qui tranche avec le sectarisme de diverses organisations d'extrême gauche qui mettent la France insoumise dans le même sac que les partis bourgeois traditionnels. Là-dessus, soyons clairs, nous sommes d'accord avec La Pas du Team. Notre parti, le PCR, soutient la France insoumise face à tous les partis qui se tiennent sur sa droite. Mais, et c'est là que tout se joue, c'est un soutien critique, dans la mesure où nous critiquons le réformisme de la France insoumise, et toutes nos critiques convergent vers une idée centrale. Les dirigeants de la France insoumise sèment des illusions sur la possibilité d'en finir avec la pauvreté, la misère, le chômage et la crise écologique, sans rompre avec le système capitaliste. Le programme de la France insoumise prévoit de laisser l'écrasante majorité de l'économie dans les mains du secteur privé. Ce programme est donc inapplicable en l'état. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre des réformes progressistes se heurterait immédiatement à la résistance et au sabotage de la classe dirigeante. Fuite de capitaux, grève d'investissement, pression sur la dette, campagne médiatique massive, etc., etc. Dès lors, deux options seulement. Soit la France insoumise passe à l'offensive en mobilisant la classe ouvrière et en expropriant la grande bourgeoisie pour briser cette résistance et ce sabotage, soit elle devra reculer, puis capituler. Comme l'a fait le Tsipras en Grèce en 2015, au bout de 6 mois par exemple, ou comme l'avait fait Mitterrand à son époque, lors de son fameux tournant de la rigueur qu'il avait entamé dès 1982. Voilà ce que les communistes doivent expliquer patiemment, systématiquement, faits et chiffres à l'appui, tout en avançant leur propre programme révolutionnaire. Et La Pas du Team néglige cette critique centrale. Certes, ici ou là, ces animateurs rappellent que la transformation socialiste de la société passera par l'expropriation de la grande bourgeoisie. Certes, ils regrettent parfois que le programme de la France insoumise ne prévoit pas davantage de nationalisation, mais ils n'en font pas l'axe central d'une critique systématique du programme de la France insoumise. À la place, La Pas du Team consacre un nombre considérable de vidéos à fustiger l'aile droite du réformisme. Le PS, le PCF, les Verts, Ruffin, Autain, Garrido et compagnie. Ils ont même lancé une campagne militante intitulée « Plus jamais PS ». Alors évidemment, les marxistes doivent critiquer l'aile droite du réformisme, bien sûr. Mais parmi tous ceux qui suivent La Pas du Team, combien ont encore des illusions dans les idées de Faure, Roussel, Tondelier, Ruffin et autres ? Très peu en réalité. En revanche, beaucoup ont des illusions dans la France insoumise. Dès lors, les marxistes doivent subordonner la critique de l'aile droite à celle de l'aile gauche du réformisme, la France insoumise. Et notamment à la critique de ces alliances contre-productives avec l'aile droite, la NUPES, le NFP, le projet de fusion des listes au second tour des municipales, etc. La Pas du Team néglige cette tâche centrale des marxistes à laquelle elle substitue une longue série de vidéos fustigeant telle ou telle figure du PS, des Verts, du PCF, etc. Ce faisant, elle enfonce sans cesse les mêmes portes ouvertes au détriment d'une critique sérieuse et marxiste des limites réformistes de la France insoumise. D'un point de vue marxiste, c'est une attitude opportuniste vis-à-vis de la France insoumise. Et sur cette pente glissante, les animateurs de La Pas du Team se laissent gagner par un enthousiasme de moins en moins lucide, au point de se lancer dans des prophéties électorales élaborées à partir de graphiques et de sondages interprétés de façon très sommaire. Ce qui donne des vidéos intitulées, par exemple, « Chris dévoile comment Mélenchon va gagner en 2027 ». Alors certes, il s'agit d'une chaîne YouTube, et nous savons très bien que ce genre de titre vise à promouvoir les vidéos elles-mêmes, mais reste que leur contenu ne s'écarte pas beaucoup de ces titres racoleurs.
Et emporté par son opportunisme, la Padutim n'analyse pas sobrement et concrètement les faiblesses de la France insoumise, ni l'impact négatif de ses erreurs successives dans la NUPES et le NFP, qui minent son électorat potentiel et favorisent la progression du Rassemblement national. Qu'on nous comprenne bien, nous ne disons pas que la France insoumise va perdre la prochaine élection présidentielle. Mais nous disons que, à ce stade, il est impossible de dévoiler quoi que ce soit de très précis dans ce domaine, que les erreurs droitières de la France insoumise ces dernières années ont favorisé le Rassemblement national, mais aussi l'aile droite du réformisme, et que si la FI ne vire pas à gauche, elle minera ses chances de victoire. Vous pouvez trouver cette analyse dans de nombreux articles que nous avons écrits sur le sujet. Et une analyse marxiste ne peut pas aller beaucoup plus loin à ce stade en matière de pronostic. Parce que trop de facteurs contradictoires sont à l'œuvre, y compris à l'échelle internationale, et peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Cet opportunisme découle d'erreurs plus profondes qui relèvent de la conception générale du communisme de la Padutim. Du point de vue de ses principes les plus fondamentaux et de ses références historiques, la Padutim est à la fois stalinienne, à tendance maoïste et très éclectique. Et le stalinisme et l'éclectisme sont d'ailleurs indissociables. Dans la mesure où le stalinisme est une grossière caricature du marxisme, il marque une rupture avec la cohérence interne des idées de Marx et de Lénine. Or, l'éclectisme, c'est précisément ça. C'est la dislocation de la puissante cohérence interne des idées marxistes au profit d'une sorte de mélasse théorique à la surface de laquelle flottent quelques fragments de marxisme. Et chez les bureaucrates staliniens qui ont usurpé le pouvoir en URSS à partir du milieu des années 20, cet éclectisme avait de très profondes racines matérielles. Staline et ses acolytes avaient besoin d'un marxisme suffisamment incohérent, vague, disloqué, pour justifier les privilèges, le parasitisme et les zigzags de la bureaucratie soviétique. Pour en savoir plus sur cette idée, nous vous invitons à lire le très bon texte de Trotsky, Les tendances philosophiques du bureaucratisme. Alors bien sûr, il y a tout un monde entre le cynisme criminel de Staline, Molotov et Beria et la confusion des Padu, Chris et Zoé. Mais il n'empêche que la Padutim déroule un éclectisme dont l'origine historique est la contre-révolution bureaucratique dirigée par Staline dans le contexte d'un isolement et d'une effroyable arriération économique et culturelle de la Russie soviétique. Cet éclectisme se caractérise aussi par des références théoriques plus ou moins éloignées du stalinisme officiel. Des références à Lukács, Goldman et plusieurs autres théoriciens marxiens ou marxisants. Et ces références ont une fonction, celle de rendre les idées staliniennes un peu plus sympathiques, parce qu'elles sont mélangées à des références théoriques respectées et respectables du monde académique. Dernier point à ce sujet, la Padutim n'est pas du tout sectaire vis-à-vis des différentes tendances internes au stalinisme. Elle se garde bien de dire clairement qui de Staline, Mao ou Tito serait le véritable héritier de Lénine. Même s'il semble pencher vers Mao et son successeur Deng Xiaoping, il ne tranche pas frontalement dans ce débat qui a divisé une bonne partie du mouvement communiste international dans les années 60 et 70. L'approche de la Padutim peut se résumer en une phrase: stalinien de toutes les tendances, unissons-nous. Et c'est bien ainsi en un sens, parce qu'il n'y a en réalité aucune différence de principe entre le stalinisme, le maoïsme, le titisme et autres. Il s'agissait d'États ouvriers déformés, des régimes dans lesquels une bureaucratie parasitaire et privilégiée dirigeait une économie planifiée. Les travailleurs ne contrôlaient ni l'économie ni l'État. Et en nous épargnant le faux débat entre staliniens, maoïstes et compagnie, la Padutim nous permet d'aller directement à l'essentiel et d'aborder la véritable alternative, marxisme ou stalinisme. C'est ce que nous allons faire dans le reste de cette vidéo à travers différents chapitres. En tant que stalinien endurci, évidemment, les youtubeurs de la Padutim sont viscéralement hostiles au trotskisme. Dans leur critique du trotskisme, ils sont aidés d'ailleurs, comme tous les staliniens, par les positions erronées, voire absurdes, de diverses organisations sectaires et ultra-gauchistes qui se réclament de Trotsky, lequel n'y est pour rien. J'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, il faut expliquer brièvement où se situe Trotsky dans l'histoire du marxisme révolutionnaire. Et contrairement à un préjugé courant et d'origine stalinienne, les idées de Trotsky ne se distinguent nullement, dans leur essence, des idées de Marx et de Lénine. Et comme tous les staliniens, la Padutim insiste sur les divergences entre Lénine et Trotsky avant comme après 1917. Mais comme tous les staliniens, ils oublient ou négligent un fait décisif. Ces divergences ont été liquidées dans le feu de la révolution russe, ce qui, pour les marxistes, on comprend bien, constitue l'épreuve suprême. À partir de février 1917, Lénine et Trotsky étaient pleinement d'accord. À compter du retour de Trotsky en Russie en mai 1917, ils ont travaillé en étroite collaboration et en pleine entente à la préparation de la conquête du pouvoir. Et Trotsky y a joué un rôle éminent. Comme président du Soviet de Pétrograd,
puis comme chef du comité militaire révolutionnaire qui a organisé l'insurrection d'octobre. Pendant ce temps, Staline, lui, a défendu une politique très droitière jusqu'au retour de Lénine en Russie et occupé une place de 3e rang dans la direction du travail révolutionnaire, conformément à sa stature politique et théorique. Alors il est vrai qu'il y a eu des divergences ponctuelles entre Lénine et Trotsky après la révolution d'octobre, notamment sur le traité de Brest-Litovsk et sur le rôle des syndicats dans l'économie. Mais ce n'étaient pas du tout des divergences de principe, et elles ont été liquidées par le cours des événements. Dans les années qui ont suivi la révolution d'octobre, jamais Staline n'aurait osé opposer publiquement un trotskisme à un léninisme. Cette opposition a été créée de toutes pièces après la mort de Lénine, en 1924, afin de servir de couverture à une lutte à mort au sens littéral contre le bolchevisme. Précisément parce que le bolchevisme est incompatible avec le pouvoir d'une caste parasitaire et privilégiée. Et Trotsky incarnait la défense implacable des idées, des méthodes et du programme bolchevique. Il était le représentant le plus éminent des idées de Lénine. Engagé en 1924 sous le drapeau de la lutte contre le trotskisme, cette offensive générale contre le bolchevisme a acquis, au fil des années, des dimensions d'une véritable guerre civile. Une guerre civile qui s'est soldée par l'assassinat de la quasi-totalité de la vieille garde bolchevique. Même ceux qui avaient capitulé, rompu officiellement avec Trotsky et jeté toute leur autorité dans la lutte contre le trotskisme, comme Zinoviev, Kamenev, Boukharine et tant d'autres, ont été éliminés. Parce que leur passé bolchevique constituait, à lui seul, une menace potentielle pour le régime de la bureaucratie réactionnaire. Trotsky a été expulsé du RSS en 1929, parce que Staline n'osait pas encore assassiner celui qui avait dirigé l'insurrection d'octobre et fondé l'armée rouge, mais il s'en est rapidement mordu les doigts, et n'a eu de cesse, par la suite, d'organiser son assassinat. Il y est finalement parvenu en août 1940. Un agent stalinien a réussi à s'infiltrer chez Trotsky à Mexico et lui a brisé le crâne d'un coup de pic à glace. L'homme n'était plus, mais restait son œuvre colossale, magistrale, qui constitue un trésor théorique d'une richesse exceptionnelle et d'une actualité brûlante. Ce qui n'est, bien sûr, pas l'avis de Padu et des autres. Ils l'ont bien montré, notamment dans une vidéo intitulée « Padu gâche l'hommage à Trotsky pour les 85 ans de sa mort ». Alors répondons à cette vidéo. En moins de 40 minutes, Chris et Padu accumulent une telle quantité d'erreurs, de distorsions et d'abstractions vides qu'il faudrait des heures de vidéo pour y répondre de manière exhaustive. Mais ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, il suffit de dégager quelques idées centrales de cette montagne de bêtises. En fait, je pense que Lénine est plus un stratège et un théoricien, et Trotsky est plus un politicien et un tacticien. Lénine, plus un stratège et un théoricien, Trotsky, plus un politicien et un tacticien. Alors on ignore ce que Chris entend par ce terme très vague de politicien, mais peu importe, parce que l'ensemble de la citation est absurde. Lénine était aussi un excellent tacticien, et d'ailleurs dans ce domaine on peut même dire qu'il n'avait pas d'égal. Quant à Trotsky, oui, c'était un grand tacticien, mais sans l'éclairage de la théorie, la tactique ne peut être que des oscillations permanentes entre l'opportunisme et l'ultra-gauchisme. Autrement dit, une très mauvaise tactique. On vous renvoie à cette vidéo qui développe le sujet. C'est précisément parce que Lénine était un grand théoricien qu'il était aussi un grand tacticien. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce qui vaut pour Lénine vaut exactement aussi pour Trotsky. Quelques secondes plus tard, Chris nous dit ça. Mais pourquoi je me sens assez proche de Trotsky? Parce que je suis proche du, tout le monde le sait, ça par contre, du Lucas jeune et de Luxembourg. Et ça, c'est des traits importants de la pensée justement dans le socialisme et des oppositions par rapport à Lénine sur l'autonomie du prolétariat, sa spontanéité, ses capacités à mener tout seul la révolution. Voilà. Et malgré que j'essaye de me soigner par du léninisme intense, j'ai en fait toujours un peu, on va dire, cet idéalisme lucashien. Et Lukács, on va dire, Goldman définissait justement par exemple le Lukács de 23 comme la pensée philosophique théorique du trotskisme, Trotsky comme la pensée politique et Luxembourg comme la pensée économique. Et je trouve que c'est un bon résumé et c'est pour ça que je pense être effectivement le plus trotskiste et les écrits de Trotsky m'ont beaucoup intéressé. Donc Chris se sentirait plus proche de Trotsky que de Lénine sur la question de, je cite, l'autonomie du prolétariat, de sa spontanéité, ses capacités à mener tout seul la révolution. Ce que Chris dit ici à la fois de Trotsky et de Lénine est faux. Lénine, comme Trotsky, a toujours défendu l'indépendance de classe du prolétariat. C'est précisément sur ce point que Lénine, comme Trotsky, s'opposait aux dirigeants mencheviks, qui, eux, voulaient subordonner la politique du Parti ouvrier à celle de la prétendue bourgeoisie progressiste russe. Mais, et c'est là que Chris se trompe complètement, Trotsky, comme Lénine, savait parfaitement qu'à elle seule, la spontanéité du prolétariat, qui est un fait historique réel et non une thèse abstraite, ne suffit pas. Jamais, nulle part, Trotsky, pas plus que Rosa Luxembourg, que Chris mélange ici à cette confusion,
n'a affirmé que le prolétariat pouvait mener tout seul la révolution jusqu'à la conquête et à la conservation du pouvoir. Jamais. De manière générale, ce n'est pas le parti révolutionnaire qui déclenche une crise révolutionnaire. Ce sont les masses elles-mêmes. Mais pour prendre le pouvoir, et surtout pour le conserver, les travailleurs ont besoin d'un parti révolutionnaire, d'un parti marxiste suffisamment enraciné dans la classe ouvrière et doté d'une direction à la hauteur de la situation. Lénine, Trotsky et Rosa Luxembourg partageaient tous les trois cette idée archi-basique du marxisme révolutionnaire qui le distingue notamment de l'anarchisme. Les deux erreurs que nous venons de relever sont typiques du vieil argument stalinien qui fait de Trotsky un anti-léniniste et, à cette fin, dénature complètement non seulement les idées de Trotsky, mais aussi celles de Lénine. Sur le plan théorique, l'argumentation stalinienne que Chris et Badiou reprennent à leur manière consiste à exagérer, extrapoler et dénaturer les divergences qui ont existé entre Trotsky et Lénine aussi bien avant qu'après 1917. Ils reprennent allègrement des légendes staliniennes. Et nous y répondons dans notre article en les opposant aux faits historiques. Je vous invite à le consulter. Une autre erreur révélatrice concerne l'opposition radicale de Trotsky à la politique ultra-gauchiste de l'internationale communiste entre 1928 et 1934. À cette époque, au nom de la ligne dite classe contre classe, les dirigeants de l'internationale communiste qualifient la social-démocratie réformiste de social-fasciste. Ils rejetaient la tactique du front unique entre communistes et sociodémocrates. Cette politique insensée, profondément anti-léniniste, a divisé la classe ouvrière allemande, l'a paralysée et a ouvert la voie à la victoire d'Hitler en 1933. Et Chris se dit d'accord avec Trotsky, qui aurait selon lui défendu la bonne position, celle du front unique face aux dirigeants de l'internationale communiste. Alors oui, Trotsky avait la bonne position, mais ce n'est pas celle à laquelle pense Chris. Quand on l'écoute, on se rend compte que Chris comprend rien à la tactique léniniste du front unique. En fait, il la confond avec la politique stalinienne des fronts populaires. Et ça, c'est une erreur très basique. Écoutez. Trotsky a raison quand il dit c'est du suicide pour la classe ouvrière occidentale de faire le classe contre classe. Parce que le classe contre classe, je le rappelle, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, la remarque à Trotsky. C'est très joli dans les termes, c'est incontestable. Ouais, la classe autonome, tac. Et d'ailleurs, c'est presque trotskiste un peu, tu vois. C'est presque le Trotsky. Ah oui, oui. C'est presque le Trotsky de On en connaît des comme ça. de 1905, tu vois. Ouais, pas d'alliance avec les bourgeois, blabla, etc. Et ça, c'est le Staline de 27. Trotsky lui dit, mais si on fait pas le front uni avec les partis un peu plus centraux, intermédiaires, c'est impossible. La classe ouvrière n'a pas les moyens de mener la classe seule. Alors je résume. Chris affirme qu'à partir de 1928, Trotsky disait « Si on ne fait pas le front uni avec des partis un peu plus centraux, intermédiaires, il est impossible de faire la révolution. » Parce que, selon lui, la classe ouvrière n'a pas les moyens de mener seule la lutte contre les fascistes et pour le renversement du capitalisme. Voilà, selon Chris, quelle était la position de Trotsky. Position qui aurait été ensuite reprise par la direction de lycée à partir de 1934, sous Staline et Dimitrov. Là, la confusion est maximale. La tactique du front unique ne découle absolument pas de l'idée que la classe ouvrière n'a pas les moyens de prendre le pouvoir et qu'elle devrait donc constituer un front avec des partis centraux ou intermédiaires, y compris des partis bourgeois comme le Parti radical en France. Ce que Chris attribue à tort à Trotsky correspond en réalité à la politique de collaboration de classe appelée Front populaire, une politique qui subordonne le Parti communiste à des partis bourgeois et qui, ce faisant, renonce de facto à la révolution socialiste. La tactique du front unique est à l'opposé des fronts populaires promus par Staline en France, en Espagne et ailleurs à partir de 1934. Concrètement, le front unique consiste en une campagne énergique du Parti communiste pour l'unité d'action avec le Parti socialiste réformiste sur des objectifs précis et concrets. Par exemple, la formation de milices ouvrières contre le fascisme, l'augmentation des salaires, la baisse du temps de travail, etc. Le but est de montrer, dans la pratique, que les communistes sont prêts à une lutte massive et unitaire avec les socialistes pour défendre le pain et la vie de tous les travailleurs contre le grand capital et ses hordes fascistes. Ce qui permet de démasquer les dirigeants socialistes qui, eux, ne veulent pas lutter sérieusement. Et ça permet donc de gagner au Parti communiste de nombreux travailleurs encore influencés par la rhétorique réformiste. Donc, rien à voir avec les fronts populaires. Et les erreurs politiques et factuelles de Chris ne sont pas anecdotiques. Elles expriment une erreur beaucoup plus profonde et générale, une erreur typiquement stalinienne sur l'attitude des marxistes vis-à-vis des partis bourgeois qui prétendent représenter la petite bourgeoisie, comme par exemple le Parti radical dans la France des années 30. La politique des fronts populaires promue par Staline et Dimitrov a été un reniement scandaleux de la position constante de Lénine qui insistait sur la nécessité absolue pour les communistes de rejeter
toute forme de subordination aux partis de la bourgeoisie, même lorsque ces partis disposent d'une base de masse dans la petite bourgeoisie. La classe ouvrière, bien sûr, doit s'allier avec d'autres couches sociales dans une lutte commune contre la bourgeoisie. La Padutime oppose le trotskisme à cette idée. Or, Trotsky n'a jamais dit le contraire. Même dans les pays capitalistes avancés, il défendait la nécessité absolue pour la classe ouvrière d'arracher la masse de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire ses couches les plus pauvres, à l'influence politique des partis bourgeois. Trotsky consacre d'ailleurs 2 chapitres de son programme de transition à cette question décisive. En revanche, il rejetait, et en cela il était fidèle à Lénine, l'idée stalinienne des fronts populaires. Parce que ces fronts populaires consistaient à renoncer au programme de la révolution socialiste sous prétexte de gagner la petite bourgeoisie. Et ça n'a eu qu'un seul résultat: désarmer l'avant-garde ouvrière et pousser la petite bourgeoisie ruinée vers le fascisme. Et cette analyse de Trotsky a été tragiquement confirmée en Espagne à partir de 1936. La question de l'alliance entre les travailleurs et la masse des petits paysans se pose d'ailleurs de manière très évidente dans les pays opprimés par l'impérialisme, où les tâches de la révolution démocratique, réforme agraire, droit démocratique, etc., sont urgemment à l'ordre du jour. Trotsky a abordé cette question de façon détaillée dans sa célèbre et souvent incomprise théorie de la révolution permanente. Dès 1905, à propos de la future révolution russe, il développait l'idée que, je cite, « La victoire de la révolution démocratique n'est concevable qu'au moyen de la dictature du prolétariat, s'appuyant sur son alliance avec la paysannerie et résolvant en premier lieu les tâches de la révolution démocratique avant de se transformer directement en révolution socialiste. » Et c'est cette perspective de Trotsky, par ailleurs très proche de celle de Lénine avant 1917, qui a été confirmée dans la pratique par la révolution russe de 1917. Et Trotsky, comme Lénine, insistait sur un point central. Le pouvoir ouvrier ne pouvait pas tenir sans un développement international de la révolution socialiste. La théorie du socialisme dans un seul pays, cette aberration stalinienne, était tout simplement inconcevable du vivant de Lénine. Tout cela n'empêche pourtant pas Chris de déclarer ça. Toute l'analyse concrète de Mao, qui est à mon sens la vraie grande ressource des années post-guerre, quoi, des années 40-50, le vrai grand ressourcement de l'analyse concrète de la situation concrète, alors qui est tombée aussi dans le dogmatisme, en fait, elle écrase complètement les conneries de Trotsky sur l'internationalisme, la classe ouvrière à travers le monde. N'importe quel Chinois, Vietnamien comprend que, bah non, en fait, on ne prendra pas la révolution en comptant simplement sur la classe et la spontanéité du prolétariat, quoi. Et pourtant, ce sont précisément ces prétendues conneries de Trotsky, comme dit Chris, qui se sont vérifiées dans la révolution russe de 1917 et dans son développement ultérieur. D'une part, la classe ouvrière russe y a bel et bien pris le pouvoir. D'autre part, l'échec des révolutions en Europe et en Chine dans les années qui ont suivi octobre a condamné le régime soviétique à une dégénérescence bureaucratique sur fond d'extrême pauvreté et d'isolement de l'URSS. Dans la mesure où elle rejette la théorie de la révolution permanente, la Padutime défend également des idées totalement erronées sur la question de l'attitude des marxistes vis-à-vis des bourgeoisies des pays dominés par l'impérialisme. Alors voyons maintenant en quoi consistent ces idées fausses, anti-léninistes, telles que Chris et Padu les ont développées, avec une ferveur toute stalinienne, faut dire, dans le cadre de leur critique de la position de révolution permanente sur la situation au Venezuela. Le soir du 3 janvier, quelques heures après l'offensive criminelle de l'impérialisme américain contre le Venezuela, Anas Kazib de l'organisation Révolution Permanente a pris la parole lors d'un rassemblement à Paris. Il a condamné l'attaque américaine, ce qui est évidemment juste, mais il a jugé nécessaire d'y ajouter une critique générale du régime de Nicolás Maduro. Nous n'avons jamais été du côté de Maduro, et je veux le dire avec clarté, en tant que travailleur également. C'est un gouvernement autoritaire et un gouvernement profondément anti-ouvrier. Le problème, c'est que le public, ce soir-là, était ulcéré par l'agression américaine, et cette critique a donc été très mal accueillie. 4 jours plus tard, Chris et Padu fustigeaient l'intervention d'Anas Kazib, mais aussi et surtout le trotskisme et Trotsky, dont RP se réclame. La brûlante indignation de Padu et de son camarade contre le trotskisme et Trotsky n'avait alors aucune limite. La CIA vous remercie pour ça. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de la position de Révolution Permanente sur la situation au Venezuela. Disons simplement que l'erreur d'Anas Kazib le 3 janvier nous semble être le prolongement de la position erronée de RP et de son international sur ce qui se passe au Venezuela depuis la première victoire électorale d'Hugo Chavez en 1998. L'internationale à laquelle appartient RP a refusé d'apporter un soutien critique à Chavez et au chavisme, alors même que ceux-ci constituaient le cœur battant d'une authentique révolution.
la révolution bolivarienne. En 2004, nous avons critiqué en détail cette position ultra-gauchiste partagée par plusieurs groupes se réclamant du trotskisme dans cet article. C'est sans doute cette position sectaire qui a poussé Anas Kazib, le 3 janvier, à préciser que son organisation était critique à l'égard de Maduro. Il voulait que ce soit clair, RP n'est pas de chaviste. Mais le public, ce soir-là, n'était absolument pas disposé à entendre ce genre de précision. Cela dit, le régime actuel au Venezuela n'est plus de chaviste en réalité. Sa politique n'a plus rien à voir avec celle d'Hugo Chavez. Depuis des décennies, elle est clairement droitière, anti-ouvrière. L'erreur d'Anas Kazib ne résidait donc pas dans le fond de sa critique du régime de Maduro, mais dans la manière d'aborder cette question. Et à vrai dire, dans le fait même de l'aborder ce soir-là, quelques heures seulement après l'offensive américaine. Dans sa critique de l'intervention d'Anas Kazib, la PADU Team ne se contente pas de ce que je viens de dire. Elle défend inconditionnellement non seulement le peuple vénézuélien contre l'agression américaine, ce qui est absolument correct, mais aussi le régime actuel et sa politique droitière menée depuis plus de 10 ans, ce qui est complètement erroné. À un moment, Chris et Padu concèdent qu'on pourrait éventuellement critiquer le régime vénézuélien, mais c'est pour aussitôt affirmer l'inverse. Il ne faut surtout pas le critiquer, ni le 3 janvier, ni avant, ni après. Selon la PADU Team, toute critique du régime vénézuélien, quelle qu'en soit la forme ou le contenu, fait le jeu des impérialistes. La base doctrinale de cette position, c'est la vieille théorie stalinienne de la bourgeoisie progressiste ou de l'aile progressiste de la bourgeoisie. Selon cette idée, les pays dominés par l'impérialisme disposeraient naturellement d'une telle bourgeoisie que les communistes devraient soutenir au lieu de la combattre sur le terrain des intérêts de classe des travailleurs et de leur lutte pour le pouvoir. La PADU Team considère comme une absurde abstraction trotskiste l'idée même que la classe ouvrière d'un pays dominé par l'impérialisme puisse mener une lutte indépendante, décisive et victorieuse contre sa propre bourgeoisie. Ainsi, Chris et Padu ne cessent de minimiser le rôle et le potentiel de la classe ouvrière vénézuélienne. Comme toujours chez les staliniens, ils oublient que les mencheviks, eux aussi, soutenaient la bourgeoisie progressiste russe et minimisaient le potentiel de la classe ouvrière. Ce qui n'a pourtant pas empêché cette dernière de prendre le pouvoir en octobre 1917. Cet oubli n'est pas un hasard, il révèle le caractère fondamentalement petit bourgeois, menchevique, du stalinisme. Alors il faudrait de longs développements pour exposer en détail la position de Lénine sur la lutte des communistes dans les pays opprimés par l'impérialisme. On vous renvoie donc aux écrits de Lénine sur cette question, notamment à ses thèses et additions sur les questions nationales et coloniales de 1920. On y lit notamment ceci, je le cite. « Dans les colonies et les pays arriérés, l'internationale communiste doit soutenir les mouvements révolutionnaires qu'à la condition que les éléments des plus purs partis communistes soient groupés et instruits de leurs tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de combattre le mouvement bourgeois démocratique. » Ces lignes de Lénine contredisent frontalement toute la rhétorique de la PADU Team sur les bourgeoisies progressistes. Mais abordons cette question concrètement à partir de l'histoire récente du Venezuela et en particulier de la révolution bolivarienne. Lors de son élection en décembre 1998, Hugo Chavez avait contre lui l'ensemble des partis bourgeois. Dès son arrivée au pouvoir, il a subi une offensive immédiate et croissante de toute la bourgeoisie vénézuélienne, dont les principaux dirigeants agissaient sous la direction étroite de la CIA et du département d'État américain. Hugo Chavez n'était en rien l'expression politique d'une prétendue bourgeoisie progressiste. Il était au contraire un cauchemar pour l'ensemble de la bourgeoisie nationale, et de cette bourgeoisie n'émergeait pas l'ombre d'une aile progressiste. Si la PADU Team en a identifié une au Venezuela, nous serions curieux d'en connaître les noms et les adresses. En attendant, on recommande l'excellent documentaire sur le coup d'État manqué d'avril 2022, La Révolution ne sera pas télévisée. Il donne une image très claire du caractère profondément réactionnaire de la bourgeoisie vénézuélienne. Alors, quelle a été la force motrice de la révolution bolivarienne depuis 1998 et tout au long des années 2000 ? Est-ce que c'était la bourgeoisie vénézuélienne ou même est-ce que c'était une fraction de la bourgeoisie vénézuélienne ? Absolument pas. C'était la masse des travailleurs, des chômeurs et des paysans pauvres. Ce sont ces couches sociales que représentait Chavez, son mouvement pour la 5e République, puis le Parti socialiste unifié du Venezuela. En l'absence d'un parti marxiste de masse, les forces de la révolution se sont regroupées autour de Chavez et du mouvement bolivarien. On peut penser ce qu'on veut de Chavez, mais c'est lui qui a ouvert les vannes de la révolution. Et contrairement à ce que raconte la PADU Team, la classe ouvrière vénézuélienne a occupé une place centrale dans cette révolution. Ce sont les travailleurs qui ont lutté pour la nationalisation, sous leur contrôle, d'entreprises fermées ou sabotées par les patrons. Ce sont les travailleurs, notamment du secteur pétrolier, qui ont brisé le lockout patronal de décembre 2002. À chaque moment décisif de la révolution bolivarienne, la classe ouvrière était à l'avant-garde de la mobilisation contre la réaction bourgeoise et impérialiste. Ça, ce sont des faits concrets. Est-ce que les travailleurs auraient pu prendre le pouvoir au Venezuela, à la tête de toutes les masses opprimées,
exproprier la bourgeoisie et le capital étranger et engager la transformation socialiste de la société? Oui, absolument. Et les travailleurs vénézuéliens poussaient de toutes leurs forces dans cette direction. S'ils n'y sont pas parvenus, c'est faute d'une direction marxiste. Chavez avait de grandes qualités, mais il n'était pas marxiste. Et son entourage l'était encore moins. Les sommets du PSUV étaient saturés d'arrivistes et de bureaucrates réformistes. Comme dans d'autres révolutions, il a manqué aux travailleurs vénézuéliens un véritable parti révolutionnaire. Nous l'avons écrit des dizaines de fois, on ne peut pas faire la moitié d'une révolution. Soit elle va jusqu'au bout, jusqu'à la conquête du pouvoir par les travailleurs à la tête de toutes les couches opprimées, soit le balancier repart violemment vers la droite. C'est exactement ce qu'a représenté la longue dérive droitière du régime de Maduro à partir de 2013. La bureaucratie du PSUV est allée si loin dans les contre-réformes et la liquidation des conquêtes de la révolution que ces dernières années, l'idéal socialiste a été profondément discrédité aux yeux de millions de pauvres. Et si la Padutim connaissait réellement la situation politique au Venezuela, elle n'oserait probablement pas affirmer que le régime de Delcy Rodriguez construit le socialisme réel. Alors ça ne signifie pas, évidemment, que les idées socialistes sont définitivement discréditées au Venezuela. Tôt ou tard, les masses vénézuéliennes repartiront à l'offensive. Et le comportement de l'impérialisme américain ne manquera pas d'y contribuer. Une chose est certaine, ce n'est pas une hypothétique bourgeoisie progressiste vénézuélienne qui mènera cette lutte. Ce sont les masses opprimées du Venezuela, à commencer par la classe ouvrière, n'en déplaise à la Padutim, dont le caractère stalinien apparaît ici de manière particulièrement nette. Elle n'a pas confiance dans la capacité de la classe ouvrière à transformer la société au Venezuela comme ailleurs. Nous avons abordé ici quelques-unes des erreurs théoriques les plus flagrantes de la Padutim. Encore une fois, je vous invite à lire l'article où ces erreurs sont développées beaucoup plus en détail. Pour conclure, revenons un instant sur la méthode théorique de la Padutim. C'est Chris qui en a donné la formulation la plus aboutie, pour ainsi dire, à la 33e minute de la vidéo sur Trotsky. Écoutez bien cette véritable profession de foi méthodologique. Il faut comprendre le moment. Avant tout, il faut faire l'état des forces en présence, l'analyse concrète de la situation concrète, et ensuite trouver les auteurs qui correspondent le plus à cette situation. Moi, j'avais dit, par exemple, le manifeste, il y a 30 ans, me semblait être très éloigné des problèmes concrets que le prolétariat. Mais il me semble aujourd'hui très actuel. Dans 50 ans, il deviendra peut-être très éloigné. Que faire de Lénine me semble aujourd'hui très éloigné de la situation. L'État et la révolution me semblent... Et c'est ça qu'il faut faire. L'histoire vivante, c'est de faire l'analyse. Quel problème j'ai envie de résoudre et quelle autre humanité dans le passé s'est posé un problème analogue. Alors on ne peut pas être plus confus. Réécoutez cet extrait s'il faut pour mesurer la tautologie qu'il vient de produire. Avec quels outils théoriques Chris fait-il donc cette fameuse analyse concrète de la situation concrète, au terme de laquelle il serait ensuite capable de nous dire quels sont les bons outils théoriques pour analyser la situation concrète? Ça se mord un peu la queue là. À moins que la signification de chaque époque ne se révèle d'abord à Chris et à lui seul par une opération du Saint-Esprit. Ce que révèle cette absurdité, c'est le caractère totalement éclectique de la méthode de Chris. Une méthode qui ignore la cohérence interne du marxisme et donc la cohérence de l'ensemble des œuvres de ses plus grands théoriciens. Tant que le problème central à résoudre restera le renversement du système capitaliste à l'échelle mondiale, et donc la construction d'une internationale marxiste de masse, la jeunesse et les travailleurs trouveront des idées d'une brûlante actualité dans toutes les œuvres de maturité de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Précisément parce qu'ils se sont donnés pour tâche de résoudre ce même problème, le renversement du capitalisme. Et c'est aussi cette tâche que se fixe l'Internationale communiste révolutionnaire et sa section française, le Parti communiste révolutionnaire. Alors rejoignez-nous.